mais en tout cas avec des structures qui sont plus en russe, cette obligation de divulguer les bénéficiaires ultimes va certainement faire couler par un dent. Il y aura aussi des questions sur le financement, le cofinancement, qui, en deux mots, peut être horizontal. Vous avez un alignement de financeurs qui vont ensemble financer le litige. Je crois que là, il y aura peu ou pas de débat parce que c'est comparable à un seul financeur, donc on divulguera l'identité des différents financeurs qui interviennent. Là où ce sera différent, c'est dans une structuration verticale où vous avez un financeur principal avec un autre financeur qui est derrière. Et on peut se demander, est-ce que dans ce genre de structuration verticale, est-ce qu'il faut aller réellement derrière le financeur principal, sachant que ce n'est pas un UBO, comme le prévoit le règlement service, ce n'est pas un financeur qui détient ou contrôle le financeur principal. Alors évidemment, si on est en faveur de la transparence, la réponse est bien entendu oui, mais je pense que là aussi, il y aura certainement dans l'avenir des questions et des débats parfois même houleux, je crois, sur ce que ça va engendrer comme difficulté. Avec certainement, effectivement, les divergences d'opinion. Alors, si on va un peu plus loin dans l'obligation de transparence, on a vu que dans certaines jurisprudences, on a même été jusqu'à obliger les parties à produire le contrat de financement et son contenu. De casquette de financeur, je peux vous demander un peu si on n'est pas dans une situation de curiosité du tribunal pour un peu finalement savoir en quoi consiste le financement et quel a été l'accord contractuel entre les parties. Mais outre ça, peut-être Maximin et Mehdi, si vous pouvez nous parler un peu des risques que vous identifiez quand si on va se retrouver dans une situation où l'entièreté, ou en tout cas une partie des obligations contractuelles entre le tiers financeur et la partie financée serait demandée au tribunal, mais évidemment aussi à toutes les parties présentes au litige. Bien sûr. Alors, je pense que déjà, ce que Mehdi a dit sur la distinction arbitrage d'investissement et arbitrage commercial, elle est fondamentale, puisqu'en investissement, il y aura cette volonté de au moins connaître la nationalité et le UBO, le Ultimate Benefit Owner, pour des questions de compétences, notamment. Donc moi, j'écarte cette thématique et je vais essayer de me concentrer sur l'arbitrage commercial. Et en fait, il y a évidemment, ce que l'on connaît là désormais tous, cette nécessité pour l'arbitre, soit parce que l'institution, alors ça on verra, peut le mettre au courant de l'existence d'un tiers qui n'a pas été révélé, soit parce qu'il a des suspicions par rapport à un comportement d'une partie, pour assurer l'efficacité de sa sentence, qui pour nous, quand même, c'est l'objectif principal d'un arbitre, et donc au niveau notamment des conflits d'intérêts, ce que disait Clémence. Alors, il est possible qu'on nous demande d'aller au-delà. D'aller au-delà de l'identité, d'aller au-delà de la simple existence et des montants de l'intéressement du tiers financeur. Et je vois trois cas de figure en tant qu'arbitre où on nous demande d'aller au-delà. Un que j'ai connu directement là, sur un cas pratique, et puis un autre qui est arrivé par une jurisprudence du 25 janvier 2022, Ngassa contre ALT, qui est quand même assez étonnante. Et alors, je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, vous êtes dans le cadre d'un tiers financeur occasionnel, où eh bien, vous avez, à la demande de la partie non financée, elle demande au tribunal arbitral d'étendre la convention d'arbitrage au tiers financeur. Donc d'attraire le tiers financeur en tant que partie à l'arbitrage. Pourquoi? Parce que le tiers financeur était pas seulement intéressé d'un point de vue monétaire à l'issue de la sentence, mais la partie financée avait dit, écoutez, voilà, moi j'ai un droit de préemption sur des actions de ces sociétés-là. Ce droit de préemption est violé. Donc je déclenche une procédure arbitrale pour récupérer ce droit de préemption et pouvoir acheter ces actions au sein de ces sociétés parce que je bénéficie de ce droit de préemption. Si je gagne, je vous cède les actions au prix qui va être fixé donc, dans la sentence arbitrale, plus de 100 000 €.
Et donc, ce tiers financeur va être à la fois un financeur de procédure, il va assurer tous les coûts liés à la procédure, aux honoraires des avocats, des experts, plus des arbitres. Et en plus, potentiellement, en cas de victoire, mais il y a un aléa, il sera actionnaire des sociétés défenderesses, puisqu'il récupérera les actions et les titres. Donc, là, les sociétés défenderesses ont demandé au tribunal d'attraire cette partie tiers financeur à l'arbitrage, et ce que le tribunal arbitral a refusé. Donc, on est allé devant la Cour de Paris qui a confirmé finalement la non-extension de la convention d'arbitrage au tiers financeur, puisque selon eux, le tiers financeur, d'une part, n'était pas intervenu au stade des contrats objets du litige, directement dans la formation de ces contrats objets du litige, et là je vous cite que le simple fait d'être dans le litige ne suffit pas à attraire le tiers financeur comme partie. Et puis il y a eu la considération, alors là, il y a eu même une audition d'un professeur ami devant la cour d'appel sur la cession de titres pour savoir si la cession de titres ultérieure avec un LEA pouvait constituer un actionnaire certain. Voilà. Et alors là, encore, la cour d'appel a dit non. Donc là, on voit bien que alors, ce risque, je pense, est très limité pour les tiers financeurs professionnels, où je pense que dans vos contrats, vous serez à même là de gérer ce risque. Mais pour les tiers occasionnels, les tiers financeurs occasionnels, qui seraient des maisons de mères, qui seraient des filiales, des entités intéressées, des futurs potentiels actionnaires, là, il y a ce risque d'être attrait si, notamment, cette société tiers financeur a participé d'une manière ou d'une autre à la formation ou à l'exécution ou à l'interprétation des contrats qui sont objets du litige. Donc là, il faudra faire attention. Le tribunal arbitral a été saisi de cette question. Et alors ensuite, deux questions que j'ai pu rencontrer en pratique. L'une, donc un tribunal composé, on était 3, où là, s'est posé la question de la direction de procès. Et la partie qui n'était pas financée nous a demandé de produire le contrat de financement pour connaître l'étendue de l'investissement et de la dynamique du tiers financeur dans la direction de procès, si elle avait eu une cession de créance. Et donc, si finalement ce n'était pas une partie occulte qui violerait l'ordre public processuel, la règle notamment, c'était que nul ne plaide par procureur, et surtout les violations des droits de la défense. Alors là, il y a un vrai enjeu qui a lieu. Pourquoi? Parce qu'en droit français, aujourd'hui, le principe de loyauté procédurale est devenu un principe directeur de l'instance, notamment reconnu encore très récemment là, par la Cour de cassation. Et donc, il y a un enjeu de garantir l'efficacité de sa sentence au regard non pas de l'indépendance et de l'impartialité, ça je pense que voilà, il y a des enjeux importants, mais on voit tous à peu près cristalliser comme contentieux par rapport à ça, mais par rapport aux droits de la défense garantis, c'est-à-dire que la partie non financée a le droit de savoir si la partie financée a pu choisir son avocat, a pu être libre de se transiger à n'importe quel moment, puisque finalement, même si l'arbitre n'est pas là, d'office, mais il y a cette idée dans l'instance juridictionnelle. Donc, ça, c'est une première hypothèse. Et alors, la deuxième hypothèse, qui est plus indépendante, beaucoup plus spécifique, vous allez voir, je ne vais pas vous embêter avec le café, mais ça va être très bref. C'est celle, si le droit français s'applique ferme, ou le droit belge, ou le droit d'Andorre, plus spécifique, si la partie non financée craint une cession de créance, il y a ce mécanisme du retrait litigieux en droit français. C'est un principe de retrait litigieux, je vais être très bref, 2 articles dans le Code civil, 1699-1700, qui va permettre à celui dont la créance a été cédée, donc on va dire que c'est la partie non financée, au litige, la créance litigieuse de la partie non financée a été cédée à un prix avec une décote importante. Il a la possibilité, ce non financé, en payant le prix de la cession, de mettre fin au litige et donc de se libérer
de toute créance et de tout contentieux avec la partie qui a cédé sa créance litigieuse. C'est un débat qui se noue devant le tribunal arbitral, en vertu du principe compétence-compétence. Alors, il peut y avoir un débat sur ça, mais si on part du principe qu'on est dans le droit des obligations, du droit contractuel, et que la source, c'est le code civil, ça se noue, et ça peut se nouer devant le tribunal arbitral. Et dans ce cas-là, eh bien, une partie aura tout intérêt à faire jouer ce mécanisme de retrait litigieux devant le tribunal arbitral. Donc voilà, différentes facettes pour lesquelles on pourrait aller plus loin que la simple identité ou le simple montant en jeu dans l'intéressement du litige. Alors là, les risques, il faut faire très attention. Et je me permets comme ça, après je laisse la parole à Mehdi, mais je parle juste là d'un point de vue du risque sur la neutralité de la prise de décision du tribunal arbitral. Alors il y a certes une différence culturelle entre les arbitres plutôt civilistes, plutôt français, un peu romantiques, avec les visions romantiques du procès, et de common law plus pragmatique. Mais s'il s'avère que dans le contrat de financement, il y a une rémunération qui peut être, on va dire, choquante pour le tiers financeur, ou des clauses déséquilibrées, eh bien, ça peut, de manière quasiment inconsciente, influencer le tribunal arbitral dans sa prise de décision. Ce n'est pas anodin. Ces clauses, et le nombre de clauses, et notamment, évidemment, celle qui va évaluer le moment jusqu'où on peut aller à la transaction, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, alors, tous les tiers financeurs n'ont pas la même pratique, mais dans leur due diligence, ils évaluent les faiblesses d'un dossier. Et dans les contrats de financement, on peut lire entre les lignes les faiblesses d'un dossier. Et donc, si on nous révèle tout le contrat de financement, évidemment, on va avoir en tout cas, pas le bouton rouge, un peu excessif, mais en tout cas, on va identifier ces faiblesses-là. Donc, il faut faire extrêmement attention à faire si, évidemment, la partie financée obtempère, ça c'est un autre problème, et bien que la transmission soit ciblée, caviardée, et que certaines clauses, en tout cas, ne soient pas portées à connaissance du tribunal arbitral. Pour finalement éviter d'arriver de nouveau à avoir un impact sur l'impartialité du tribunal dans son analyse. Oui, parce que là, ça pourrait même être un. Oui. Là, c'est même la partie qui pourrait partir de ça, puisqu'on aura pu lire un peu les faiblesses d'un dossier en raison de, par exemple, rien que le taux que vous allez appliquer sur la rémunération. Non, mais entre 10%, 15%, 30%, 50%, on évalue à peu près les. Voilà, Comment à quelle conclusion le due deal est arrivé? C'est possible. Mehdi, est-ce que vous voyez d'autres risques? Non, je crois que ce que Maxima a dit est très juste. Et alors, évidemment, ça tient aussi du rôle que tient le financeur, et pour une fois, le monde anglo-saxon et la tradition civiliste, c'est un peu l'inverse. On a tendance à croire à la common law, à la liberté contractuelle. Sauf que le rôle que jouent les financeurs anglo-saxons soumis à la common law, ils sont quand même quelque part encore limités à ce principe de maintenance et chamber qui les retient de jouer un rôle trop actif dans le litige, pas directement, mais donc en instruant, en donnant des instructions aux clients, etc. Il y a dans la tradition civiliste, une fois, la liberté contractuelle est beaucoup plus large. Et donc, il y a des possibilités de contractualiser pour un tiers financeur le fait d'être une forme de caisse de résonance pendant le litige, de donner son avis, de faire des analyses parfois secondaires sur les dommages, pour que voilà, les intérêts entre la partie financière et le tiers financeur sont généralement à 95% alignés. Et donc, le rôle que va jouer le tiers financeur, il peut être très différent selon la culture du tiers financement dans laquelle vous vivez. Et donc, comme m'a dit Maxima, la traduction contractuelle de la due diligence, si vous voulez, ça devient quelque chose de très délicat. Quand j'entends parler de loyauté processuelle ou procédurale, ça va dans ce sens, à mon avis, ça va dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que
la divulgation de l'intégralité du contrat de financement, qui est donc cette traduction des faiblesses identifiées dans le cadre de la due diligence, ben, évidemment, vous allez donner à ce moment-là, tant au tribunal arbitral qu'à la partie adverse, des indications de là où il faut aller chercher la affaire. Et donc, voilà, de même, lorsque dans des contrats de financement, et ça arrive, on a évalué les chances qu'il y ait un règlement transactionnel, mais qu'on essaie d'encadrer ce règlement transactionnel en disant, voilà, il y a certains seuils à respecter, en tout cas, pour prendre attache avec le tiers financeur dans un premier temps, et d'autre part, pour que ça reste évidemment viable au niveau financier. On n'a pas intérêt, ou en tout cas, on n'a pas envie que ça se retrouve à la vue de tous et à la vue de la partie adverse, parce que ça va, vous comprendrez aisément, frustrer toute tentative de règlement dans les seuils. C'est bien, ce serait dommage que pour éviter une situation de conflit d'intérêts, on se retrouve finalement diviser la stratégie de la partie financée et que le fait d'avoir recours à un tiers financeur soit complètement contraint dans le cadre de l'arbitrage. Le sujet ne serait pas complet si on n'abordait pas comme dernier point, mais qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas l'obligation de divulgation? Quelles sont les sanctions possibles? Alors là, ce serait intéressant d'avoir un peu votre avis à tous avec vos différentes casquettes. Quelles sont les sanctions existantes? En commençant par Éléonore, du point de vue de l'institution, qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas l'obligation aujourd'hui imposée? Alors, à la lecture de l'article 11.7, on voit bien qu'il n'y a pas de sanctions prévues directement. On connaît toutefois le risque que la non-divulgation peut faire peser sur l'intégrité de la constitution du tribunal arbitral et donc de la procédure dans son ensemble et de la validité de la sentence si on va jusqu'à la sentence. Toutefois, donc c'est plus incitatif qu'autre chose. Par contre, la question qui se pose et à laquelle je n'ai pas encore la réponse puisque le cas d'école ne s'est pas encore produit, c'est la question de savoir si, parce que lorsque nous recevons des fonds qui ne proviennent pas de la partie à l'arbitrage, nous faisons un premier contrôle de la provenance de ces fonds et nous essayons de répondre à la question de savoir si oui ou non nous allons les accepter en fonction d'informations que nous allons demander à la partie. Et lorsque nous faisons ce contrôle-là, il se peut que nous découvrions qu'il s'agisse en réalité d'un tiers financier et que la partie, qu'on se rende compte que la partie n'a pas l'intention de révéler l'existence de ce tiers financier. La question se pose de savoir quel est le pouvoir de l'institution. Est-ce que l'institution d'elle-même peut décider de révéler au tribunal arbitral et à l'autre partie l'existence de ce financement et dans quelles conditions? Quand on voit l'objectif que poursuit cette disposition qui est vraiment de s'assurer de la régularité de la constitution du tribunal arbitral, à titre personnel, je pense que oui, l'institution, dans un premier temps, communiquera avec la partie pour l'inciter le plus fortement possible à procéder à cette révélation d'elle-même. Mais je ne vois pas ce qui empêcherait l'institution, depuis le règlement de 2021, pas d'avant, de révéler l'existence d'un tiers financier malgré la réticence de la partie financière à le faire. On verra dans les années à venir Affaire à si suivre. matérialisera comme situation. En tout cas, l'institution fait la demande. Voilà. Je veux dire, même avant Oui, la on sait, oui. modification du règlement, le réflexe a toujours été de faire la demande. De s'assurer qu'il y a un lien juridique existant entre la partie à l'arbitrage et la partie qui a payé pour le compte de cette partie à l'arbitrage, et qu'en plus de ce lien juridique, il y a une autorisation à payer pour le compte de la partie à l'arbitrage. Avant la modification, vous avez accès à l'information de certains financements tiers qui est l'information que vous partagez uniquement par la partie financière et l'institution. Exactement. Outre les questions de régularité de constitution. Voilà. Peut-être vous incitiez Voilà. les parties à l'obligation sous-jacente.
Clémence, parce que Oui, alors après, non, enfin, après, peut-être que la question qu'il faut, c'est on sécurise, comment on sécurise l'ascendance, et donc est-ce qu'il y a un risque réel d'annulation de l'ascendance par le juge de l'annulation? Donc là, la discussion est ouverte, enfin, nous, on a déjà eu cette discussion à plusieurs reprises animée. Je pense que pour nourrir le débat et la réflexion, on peut distinguer deux cas. D'abord, la non-révélation de l'existence de l'entité du tiers, et ensuite la non-révélation d'un lien entre le tiers et un arbitre. Sur la non-révélation de l'existence et de l'identité, sans aller plus loin à ce stade, on sait que le juge de l'annulation français peut annuler la sentence sur la base de 5 limitations énumérées par le texte, le caractère limitatif des rapports régulièrement. Compétence, mission contradictoire. Sur la simple violation, entre guillemets, de cette obligation de révélation de l'identité, sans aborder le vrai conflit d'intérêt, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a un réel risque d'annulation. Donc il reste l'ordre processuel, l'ordre public en garde de l'obligation de loyauté. Ça n'a pas été jugé. La conclusion de nos discussions et de nos réflexions, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être, le risque est du fait uniquement de la non-révélation, sans même s'interroger sur l'existence d'un lien entre l'arbitre et le tiers. Sur la non-révélation d'un lien entre le tiers financeur et l'arbitre, oui, je crois qu'il n'y a pas de débat. Évidemment que démontrer, je pense que la partie qui est en capacité de démontrer qu'il y a un lien suffisamment proche, suffisamment étroit, pour dire qu'il soit qui est susceptible d'aboutir à l'annulation de la sentence. La notamment de janvier 2021 qui vise les tiers intéressés à l'arbitrage. Les tiers intéressés à l'arbitrage, je pense qu'on n'a pas de mal à dire et à s'accorder sur le fait que les tiers financeurs font partie de cette catégorie. Et donc, dans ce cadre, on pourrait tout simplement appliquer la jurisprudence classique de la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation et dire que dès lors que la partie démontrer qu'il existe un lien entre le tiers financeur et l'arbitre, et ce lien est susceptible de créer un doute raisonnable dans l'esprit de la partie non financée qui invoque l'annulation, un doute raisonnable sur l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre qui pourrait naître chez des personnes placées dans la même situation, ayant accès aux mêmes éléments d'information, raisonnablement accessibles. Sous réserve de la démonstration de ces deux éléments, on peut imaginer parfaitement l'annulation de la sentence. Et peut-être juste pour conclure sur cette réflexion, je pense que la difficulté, c'est vraiment sur le terrain de la preuve du fait que l'arbitre, nonobstant l'absence de révélation, si on prend le cas où ça n'a pas été révélé, l'arbitre a su par un autre moyen qu'il y avait un financement par tel tiers, et ça a entraîné, et en tout cas, ça peut légitimement entraîner dans le chef de la partie non financée un doute raisonnable sur l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre. Je crois que la difficulté, elle sera à mon avis. Et puis après, évidemment, la Cour d'appel nous dit qu'il faut regarder quelle est la nature du lien, l'étroitesse du lien entre le tiers financeur et l'arbitre. Et là, entre l'arbitre qui a un jour donné une consultation à un tiers financeur parce qu'il s'interrogeait sur l'opportunité de financer un dossier, ou un arbitre qui fait, je ne sais pas, une consultation dans un dossier sur deux, je pense que voilà, tu peux de recueillir des éléments d'information. Donc voilà peut-être les réflexions sur le potentiel risque d'annulation. Il y a d'autres risques que l'on peut imaginer. Et notamment sur la répartition des coûts, est-ce que vous avez Oui, alors dans la décision sur les coûts, va évidemment aussi intervenir des questions de déloyauté processuelle. Est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on s'est vraiment comporté comme une partie diligente qui n'a pas multiplié les recours farfelus, faire traîner en longueur la procédure, et là-dedans peut, à mon sens aussi, intervenir le fait, est-ce qu'on a répondu à une question de divulgation? Pour moi, la grande question va être, est-ce que
prise seule, cette question, est-ce que le fait de ne pas avoir répondu intégralement à une demande du tribunal arbitral au sujet d'une divulgation, est-ce que ça peut conduire à une clé de répartition des coûts défavorable pour cette partie-là? Ça reste encore à voir, mais c'est à mon sens très impossible. Maxime, vous voyez d'autres... Non, je pense que la média, le principal pouvoir du tribunal arbitral, ça sera sur la répartition des coûts et surtout sur le refus d'obtempérer si on demande la révélation et qu'il y a un refus de la partie financière de révéler. À ce moment-là, c'est vrai que, mais ça existait déjà dans le règlement CCI, avant ces réformes sur l'obligation de transparence, on pourrait très bien imaginer une sanction dans la répartition des coûts, même si la partie financière est victorieuse, eh bien, faire basculer une répartition des coûts favorable à la partie qui succombe, parce que la partie financière n'aurait pas joué le jeu et n'aurait pas collaboré dans l'œuvre de justice arbitrale. Je répondrai en fait juste simplement sur, déjà Eleonore, sur est-ce que le centre d'arbitrage doit d'office transmettre l'information à l'arbitre. Je pense oui, avec certitude, surtout en ce moment, de plus en plus, où l'activité institutionnelle est sous le radar de la Chambre commerciale internationale et de plus en plus contrôlée, et que de plus en plus les juges français, en tout cas pas pour le juge français et un peu espagnol, ont de plus en plus l'idée que le centre d'arbitrage n'a plus simplement une vocation administrative et qu'il y a un aspect juridictionnel et qu'il appartient aussi à eux de œuvrer pour l'accès à la justice, l'indépendance et la partialité. Et là, je pense qu'il y a une belle obligation, une charge. Et alors, en dehors du tribunal arbitral, on pourrait envisager, mais là c'est là où je pense que toutes ces obligations de transparence sont davantage incitatives pour discipliner les acteurs qu'avec une sanction réellement contraignante, une action de droit commun dans les juridictions nationales pour responsabilité contractuelle pour violation du règlement d'arbitrage qui imposait cette obligation et une des parties n'a pas respecté. Mais alors là se pose la question du préjudice dommage et le lien de causalité, à mon sens, est très compliqué. Alors, on pourrait faire une analogie, mais ça serait vraiment, c'est un peu loin, là, et je m'arrête là parce que ça va être trop universitaire. Mais il y a eu des arrêts True North, Publicis, etc., où on a condamné les parties pour violation de l'obligation de confidentialité, où les juges, notamment par des ordonnances en référé, etc., ont dit, voilà, c'est 100 000, c'est 50 000, complètement arbitraire. Alors, on pourrait envisager ça, mais ça me semble là peu probable. Mais théoriquement, une action devant les juridictions de droit commun est possible, pour responsabilité contractuelle. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est en cas d'annulation d'ascendance et nécessité de refaire l'arbitrage. Si on arrive à démontrer que la régulation aurait permis d'éviter à un stade précoce de suivre un arbitre en situation de en l'appréciation du juge de l'annulation. Voilà, c'est la on peut mettre condition. un chiffre, on peut mettre un chiffre en face du préjudice, on connaît. Voilà, c'est pas une des écoles, non. Merci à tous les quatre. Alors, je pense qu'on a eu plusieurs débats sur le sujet de la transparence entre nous et pour parler de différences. On est un peu arrivé à une conclusion qu'on va vers une harmonisation, en tout cas une volonté de transparence à tout le moins en ce qui concerne l'existence d'un financeur et son identité pour éviter les situations dont on a discuté. Pour notre part, on voit un bénéfice, et même s'il est plus ou moins acquis selon les financeurs, mais en tout cas chez nous, à ce qu'il y ait une certaine forme de transparence quant à l'identité, mais sans tomber dans les abus non plus qu'on a pu discuter d'arriver à divulguer l'ensemble des contrats, la stratégie pour ne pas qu'on se retrouve à ce que ça se retourne contre la partie financée. Et quelque part aussi dans la volonté de respecter un accord commercial qu'il y a eu entre deux parties, confidentiel et qui a pu être négocié entre la partie financée et le financeur sur les accords de rémunération ou sur les droits et devoirs de chacune des parties. Il ne faudrait pas tomber non plus dans quelque chose d'actif. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je reviens juste sur la communication du contrat de financement.
pour vous demander si la notion de secret des affaires est présente à ce titre-là lors de la communication. Si oui, jusqu'à quel niveau? Parce que c'est une question. Finalement, pour le financeur, j'imagine que c'est quelque chose, évidemment, fait inhérent à son activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de décisions, enfin, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous aussi, mais il n'y a pas eu beaucoup de décisions qui ont donné la confiance de financement à la Cour. À ma connaissance, oui, toutes les expériences que vous avez pu avoir dans vos outils, c'est intéressant. Et oui, je pense qu'évidemment, le secret des affaires, le secret de la stratégie pourrait être invoqué. J'allais dire l'avantage, même s'il y a une obligation, la comptabilité, qu'elle soit sous astreinte ou de la partie affaires, elle est quasiment nulle. Donc, en fait, le meilleur moyen, si on invoque les affaires et qu'on n'a pas une oreille attentive et favorable de l'arbitrage ou de l'institution, c'est de pas le faire. À ce stade, en tout cas, à ma connaissance, personne n'a jamais créé de manière forcée. Mais je trouve qu'effectivement, comme vous dites, le secret d'affaires est traduit aussi de la façon justement dans cette traduction du résultat de la due diligence en contrat de financement et les éléments. Donc, ça peut être intéressant, maintenant, depuis 2015, il y a une protection du euro au niveau européen. À ma connaissance, ça n'a pas encore été invoqué. C'est une protection qui est proche de ce qui se fait en droit intellectuel. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même déjà entendu le fait que la façon dont on va monétiser, ou en tout cas, on va hypothétiser les différentes étapes qui sont retranscrites dans le contrat de financement sont quelque chose de propre au financement. Encore beaucoup d'arguments à faire valoir. Non, d'un point de vue du tribunal arbitral, évidemment, c'est l'argument qu'on va opposer à la partie qui va résister à la divulgation de clauses contractuelles du contrat de financement, on va opposer ça. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à avoir à l'esprit, c'est que déjà, l'arbitre, il est libre d'ordonner, même s'il y a un secret des affaires, et surtout, il ordonne à la partie et non pas à l'avocat. Donc là, il y a aussi une distinction à faire entre l'avocat, c'est pas lui qui est lié par ce secret. Les informations doivent venir de la partie financée, et donc il y a une clause de confidentialité dans leur contrat de financement, ça c'est classique. Enfin, je ne sais pas quelle est votre pratique. Voilà, c'est en tout cas la pratique établie. Là, le tribunal arbitral, il a le pouvoir d'injonction sous astreinte de faire sauter ça. S'il estime que la sentence arbitrale est en péril sur l'indépendance ou l'impartialité, ou s'il y a une partie occulte qui pourrait mettre à mal les droits de la défense. Et donc, moi, je suis persuadé que finalement, de plus en plus, c'est ce cas d'ouverture qui va se développer sur les droits de la défense qui n'ont pas été respectés du fait d'une partie occulte qui n'aurait pas été révélée. Et donc, après, libre la partie d'obtempérer ou pas. Et ça, quelque part, maintenant, en ayant l'identité, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à disposer les termes financiers entre. Sur l'identité, le conflit d'intérêt, normalement, doit être purgé. Sur les droits de la défense, s'il y a eu des sessions, des montages hybrides, où il y a un intéressement ou même une prise de participation dans la partie financée, à l'issue du litige, là, je me tourne vers peut-être ceux qui étaient membres du Conseil de l'ordre, ou je ne sais pas, mais il y a un problème des droits de la défense par rapport à qui représente la partie. Enfin, qui est titulaire, et ça, je sais qu'en droit français, c'est un aspect processuel qui est important. Est-ce qu'on peut imaginer que le tribunal se satisfasse d'une attestation de la partie financée, dans laquelle elle est toujours faire des droits, des actions en possession d'actionnaires judiciaux? Oui. Bon, si vous voulez, après, ça va dépendre vraiment de la personnalité de l'arbitre. Ouais. Par exemple, moi, les contrats de financement. Lui proposer quelque chose. Voilà. Lui dire juste de vous rien. La personnalité de l'arbitre et sa culture juridique va être extrêmement importante. Là, je pense que je ne peux pas vous donner une réponse générale sur ça. Non. Mais oui, on peut se. Ça peut être envisageable. Ça peut être envisageable. Oui.
Oui, une question pour Mehdi là. Vous avez indiqué qu'il y avait une différence de comportement entre les financeurs anglo-saxons et les financements en fait, multilinguistes. Notamment, j'ai pu comprendre qu'il y avait des contraintes pour un financeur anglo-saxon qui disaient qu'il y avait moins d'implication peut-être dans la stratégie de la procédure, etc. J'aurais bien voulu que vous développiez ce point. Oui, c'est-à-dire que donc, comme il y a dans la common law deux vieilles interdictions d'être intéressé à l'issue du litige à une partie qu'on va financer, ce qu'on va constater, c'est que bon, ces deux vieilles interdictions, on les a grignotées de l'intérieur, et donc je ne vais pas dire que c'est resté une coquille vide, mais il y a quand même encore des réminiscences de ça. Et vous allez aussi avoir, et ça c'est moins lié aux interdictions juridiques, vous allez avoir des cultures différentes de tiers financeurs. Des tiers financeurs qui vont se dire, moi je ne suis qu'un financier, j'ai fait ma due diligence, je vous ai financé, et je ne m'intéresse pas trop à ce que vous faites, vous êtes grand, vous faites ça bien. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le résultat. Et puis, il y en a qui vont essayer, il y a aussi là-dedans, il y a quelque part aussi une proposition commerciale de dire, oui, mais écoutez, si vous voulez l'avis d'un tiers, un neutre, non, qui est intéressé, et si vous voulez un avis sur votre stratégie de procédure, votre calcul du dommage, on peut être là sans pour autant intervenir dans la relation entre l'avocat et son client. Mais ça peut être, je dirais, une offre un petit plus par rapport à certains fonds qui sont là pour, là, on a fait notre due diligence, on veut le résultat en final. Et ça, c'est pas justement quelque chose qui pourrait justifier la demande de la communication du contrat pour savoir s'il y a des règles derrière qui interdisent, des règles éthiques, par exemple, qui sont applicables au financement dans tel ou tel pays, d'avoir cette curiosité-là. Je peux m'imaginer un arbitre qui connaît sur la place la façon dont ça marche, le tiers financement. Je peux m'imaginer un arbitre qui est sensible à ça. Il va se dire, mais voilà, on le sent qu'on n'a pas toujours des preuves noires sur blanc, mais qu'il y a une dynamique qui est derrière. Et on peut s'imaginer qu'à ce moment-là, un arbitre serait plus curieux de savoir ce qui se passe. Mais là, comme Maximin a dit aussi, il y a la culture de l'arbitre qui va jouer. La culture de l'arbitre anglo-saxon qui considère ça comme quelque chose de neutre, sans vraiment, voilà, c'est connu dans le monde de l'arbitrage et des litiges, ou un arbitre qui vient d'une autre tradition légale, civiliste notamment, c'est quand même de dire, tenter de vouloir savoir ce qu'il en est réellement. Oui, j'avais une question. Vous parlez du coup à la fin, et on disait, voilà, on est sur l'hypothèse du fait que les coûts c'est attribué à la partie qui n'a pas été financée. Mais imaginons 3 secondes qu'on se passe du point de vue du financeur. Le financeur peut avoir intérêt à expliquer que sa prestation est la moins chère possible pour son client. Et donc, il peut l'expliquer qu'en fin de procédure, il aurait la possibilité. Le client demande à la partie adverse de lui rembourser le coût que ça a subi d'avoir recours à un financeur. Comment justifier ça si on n'est pas en mesure de trouver la prestation? Donc, parce que finalement, divulguer cette partie-là du contrat n'aurait pas un intérêt pour permettre au client de rentrer dans cette affaire. Alors, c'est un débat qui maintenant commence à rentrer en ligne de compte parce qu'il y a eu 2 décisions de la High Court anglaise, la première en 2016, la dernière en décembre 2021, où justement la question s'est posée, est-ce qu'on peut, par le biais de la décision sur les coûts, récupérer les coûts de financement. Et bon, là, par le biais d'un recours en annulation, la High Court anglaise a dit je ne m'en mêle pas.
Et ce qui a conduit à la conclusion qu'effectivement, on pourrait récupérer les coûts de financement. Maintenant, il y a toujours dans ces décisions la notion de raisonnable. C'est une notion fourre-tout. On garde la porte ouverte pour aller apprécier ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Mais maintenant, la question de la divulgation, si vous voulez aller vers la récupération de votre coût de financement, et je crois que là, il n'y a pas de débat, vous allez devoir les discloser vos conditions financières. Et donc, ne plus faire la jeune fille qu'on chatouille. Bien le rémunération. Le montant de la rémunération. Que le montant de la rémunération. Déjà, voilà, et la même chose, c'est retrouvé dans une décision arbitrale du SIAC de 2020, je crois, où la notion on a dit, voilà, le règlement est suffisamment large. Et donc, c'est accepté que voilà, on inclut les frais de financement. Ça va faire débat et évidemment, il va y avoir une nette tension entre, si on veut aller dans cette voie-là, on sera obligé de révéler ça et de divulguer. Excalibur a dit que la loi anglaise permet que le remboursement des coûts inclut les coûts du recours au financement. Ça, c'est la première étape. Et après, c'est qu'est-ce qu'on considère comme un coût raisonnable. Et donc, selon vous, il va falloir en fait qu'il y ait un certain nombre de contrats de financement qui soient révélés pour qu'il y ait une sorte de prix de marché qui soit fixé et qu'on considère quand il y a un financement et qu'il est raisonnable, ok, ça va être une fois le budget, deux fois le budget. Si on va vraiment dans cette voie-là, parce que vous parlez de la Cour anglaise, oui, effectivement, c'était le Cour anglais, mais l'arbitrage sous-jacent dans le dossier 2021, c'était un arbitrage CCI. Donc, ça reste quand même encore très, très confiné au monde anglo-saxon. Mais effectivement, si ça devient une tendance, oui, alors notre débat il va être totalement différent. On peut imaginer peut-être une divergence aussi de point de vue entre le tiers et la partie financée qui, elle, aurait envie. Le tiers, ça ne lui change pas grand-chose, en fait. Donc, on peut imaginer que le tiers et la partie financée, c'est où il y a une discussion. Oui, une discussion aussi. Le tiers, il a intérêt à ce que son client soit le plus content possible. Le tiers, il sera encore plus content. S'il y a un moyen que tout le monde soit d'accord pour qu'à la fin, la prestation soit payée par la partie adverse, c'est gagnant-gagnant. Bah, si tu le dis, le tiers financeur, je te crois. Et on peut imaginer que tous les tiers doivent agir de la même manière. En tant que la je n'ai pas forcément envie de dévoiler, voire mon identité, si par exemple, un projet doc, il n'a rien dévoilé, sans être en faute. Mais du coup, on va lui dire, si, on va dévoiler mon compte. Disons qu'il peut. La partie financière et tiers va être parfaitement alignée sur la stratégie et le programme. J'avais juste une question maintenant pour la CCI. Quand vous parlez du fait que le paiement des frais puisse être fait par une autre partie qui donnerait lieu à une révélation, je me demandais jusqu'à quel niveau est-ce que la CCI va, parce que les solutions simples, c'est que le tiers financier donne l'argent à son client qui lui-même paie la CCI. Donc est-ce que vous remontez plus loin que ça? Dans ce cas-là, on ne fait pas les vérifications. Donc on parle plutôt d'un financeur pas spécialement professionnel, j'imagine, qui n'aurait pas anticipé le paiement simple et l'identification du RIB. Non, ou une partie financière qui est sous-saisie. Oui. Donc l'argent ne peut plus circuler. Ça sera l'avocat. L'avocat n'a pas forcément très envie de... Non, de récupérer sur son compte bancaire l'argent de ses clients saisis. Le financeur paye l'avocat qui paie la CCI. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'avocats qui aient très envie que ça se transite par son compte bancaire. J'en ai vu. Non, mais ça ne peut pas nécessairement voir le premier pas. Non, mais c'est pour savoir, je trouve ça Ou une partie sanctionnée aussi. Une partie sur les listes des sanctions et on ne peut pas émettre de paiement et qui donc va devoir se tourner vers le tiers. Et ça arrive. D'autres questions? Ah oui. Bon, j'avais juste une petite question en fait. C'est par rapport, je reviens au sujet de l'identité de tiers financeur. En fait, lorsque le tiers financeur et le cabinet d'avocats qui représente
la partie financière, est-ce que ça touche la licité du contrat de financement? Je refule ma question en fait. Lorsque le tiers financeur. Oui, exactement. Lorsque le tiers financier finance est la même personne qui représente en fait la partie financière dans l'instance arbitrale. Est-ce que ça pose des problèmes ou des questions par rapport à la licité de contrat de financement? Est-ce que ça m'a déjà arrivé? Oui, alors je vais répondre pour le droit français. Nous, on fait une distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Désormais, le pacte de quota litis, donc ce serait l'avocat qui se rémunère sur des honoraires de résultats, mais qui pourrait investir dans le litige et se rémunérer sur l'issue du litige et prendre une quote-part de dommages et intérêts accordés à la partie donc financée, mais qu'elle représente. En arbitrage international, on a fait sauter l'interdiction. C'est-à-dire que les avocats vont avoir cette possibilité de faire un contrat de rémunération sur le résultat issu du litige. En arbitrage interne, à ma connaissance, ça n'a pas été expressément validé. Donc là, il faut faire assez attention si on se situe dans l'environnement interne sur ce type de contrat. Oui, alors s'il y a un contrat en interne. Moi, la silence, elle est sur l'exclusivité des honoraires. Je rémunère exclusivement au résultat pour moi. Mais en interne, en tout cas, en interne, je ne connais aucun texte qui valide ça. C'est-à-dire que c'est peut-être une pratique d'avocat qui. Mais. Voilà. En interne, je pense qu'il y a une rémunération fixe avec des possibilités de résultats. Attention, la dernière jurisprudence est assez claire. Oui, il faut que l'honoraire fixe soit attaché à important. Il ne faut pas le cacher un pacte de quotalité. Pacte de quotalité, c'est que pacte de quotalité. Oui, non, mais. C'est comme un en tout cas, en international, vous êtes libre. C'était dans le contexte d'un arbitrage servi, donc. Voilà, vous êtes libre. Même en tant qu'avocat français, en tout cas, je parle. D'accord, merci. Donc, s'il y a plus de questions, on peut continuer le débat. On va parler avec un personnage.